Avez-vous peur de payer vos impôts? Avez-vous peur de l'administration fiscale? Si oui, sachez-le dès à présent que chaque contribuable a bien évidemment raison d'avoir peur. Une peur qui doit tout simplement être guidée par le respect des procédures qui gouvernent à la fois les prérogatives de l'administration fiscale et bien sûr les garanties de contribuables en période de vérification. Fidèles téléspectateurs, vous l'aurez certainement compris que ce soir, dans le cadre de littérature africaine, nous parlerons donc durant cette cinquantaine de minutes des procédures de contrôle en matière fiscale dans un espace pas comme les autres puisqu'il s'agit bien évidemment de l'espace OADA. Et ça se passera bien sûr avec notre invité de ce soir, j'ai nommé le docteur Pierre Alaka. En lui passant le bonsoir, je vous le passe également. Bonsoir docteur. Bonsoir, merci de m'avoir invité à votre majestueuse émission. Bonsoir à vos milliards de téléspectateurs. Et une fois de plus, merci beaucoup et mes voeux de bonne année parce qu'on ne s'est pas vu depuis. Merci également à vous, docteur Pierre Alaka. Alors certainement, à la maison, où que vous soyez, vous posez la question de savoir, mais qui est le docteur Pierre Alaka? Du moins, pour des personnes qui ne sont pas dans le domaine de la fiscalité. Nous vous prions tout simplement d'accorder une petite minute d'attention à cette brève présentation. L'homme que nous recevons ce soir est en multifonction. Fiscaliste, lecteur sportif et écrivain. Docteur Pierre Alaka a de l'énergie à revendre, comme nous l'indique son profil. Revenu définitivement au Cameroun en 1996, Docteur Pierre Alaka se retrouve aux impôts. Ensuite, convaincu par des dirigeants camerounais, il devient enseignant à l'université de Douala, une expérience pas du tout reluisante. Car il y arrive dans cette institution comme enseignant vacataire, en même temps qu'il officie aux impôts, qu'il quittera quelques années après avec la condition de créer un 2ESS en administration fiscale. En 2000, cette condition est pleinement remplie et les convoitises nées sur la réussite de ce projet par la suite sont à l'origine de plusieurs problèmes dans cette structure académique, à en croire le docteur Alaka. Une douloureuse expérience qui l'oblige alors à ouvrir son cabinet conseil en fiscalité qui a pignon sur rue et qui dispose des agences dans certains pays de la CEMAC. N'empêche, le docteur Alaka se sert toujours de la craie dans certains instituts et grandes écoles africaines. Dans sa besace, on peut aussi citer les cours dispensés au DESS d'administration fiscale de Paris 9 Dauphine dans le cadre des séminaires des systèmes fiscaux comparés. L'une de ses plus grosses réussites en qualité d'enseignant est certainement l'ouverture, sous son impulsion, du DESS d'administration fiscale à l'université de Douala. Aujourd'hui, plusieurs étudiants issus de cette filière sont des hauts cadres de l'administration et une demi-douzaine ont soutenu leur thèse de doctorat. Chose qui fait la fierté du docteur Pierre Alaka, qui a vu le jour 2 ans avant l'indépendance du Cameroun, le 21 octobre 1958, à Bakoua, dans l'arrondissement de Bokito, département du Mbam, devenu aujourd'hui Mbam et Inubu, avec le nouveau découpage administratif. Issu d'un foyer polygamique de 5 épouses, dont la mère était la 3e, c'est seulement en classe de 3e que celui-ci fait sa connaissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, Docteur Pierre Alaka loue la polygamie lorsqu'elle est réussie. Élève à l'école catholique de Bakoua, il obtient son CEPE et s'inscrit tour à tour au collège d'enseignement secondaire de Bokito, puis au lycée de Bafia, où il décroche ses diplômes du secondaire, BEPC, probatoire et baccalauréat. En 1982, le jeune bachelier prend le chemin de Yaoundé pour s'inscrire dans l'unique université de l'époque. Sorti armé d'une licence en droit, il s'envole alors pour la France grâce à une bourse du gouvernement camerounais et atterrit à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand, dans laquelle il acquiert un diplôme d'inspecteur des impôts. Très ambitieux et soucieux de poursuivre ses études, le docteur Pierre Alaka découvre l'université de la même localité et s'en sort avec une maîtrise
et un diplôme d'études approfondies, DEA, en finances publiques et droit fiscal. Va ensuite la ville de Paris et l'ENA, École nationale d'administration, qui était à l'époque l'Institut international d'administration publique. C'est là qu'est décroché un diplôme d'inspecteur des finances. Paris 2 permet à ce mordu des études d'obtenir son diplôme d'études supérieures spécialisées de gestion publique et son DESE d'administration publique. La thèse que présente à l'époque ce brillant étudiant porte sur les difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun sous la direction du professeur Claude Goyard. Sauf que ce soir, nous ne parlerons pas de cette thèse, mais tout au contraire, nous parlerons tout simplement des procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace OHADA. Alors, la présentation du docteur Pierre Alaka, elle vous convient? Mais elle est formidable, il n'y a rien à dire. C'est du bon travail, c'est du travail de journaliste, d'investigation, et ça me réjouit. Et je suis très heureux parce que là, je me suis retrouvé à tous les points que vous avez indiqués et ça m'a fait du bien. Ça vous a fait du bien. Et ce qui nous fera du bien également ce soir, c'est qu'ensemble, nous puissions effectivement comprendre toutes ces procédures de contrôle en matière fiscale, plus précisément dans l'espace OHADA. Je tiens à le rappeler, c'est bien sûr l'intitulé. C'est vrai que quand il arrivait dans nos locaux tout à l'heure, il nous disait ce petit ouvrage que vous voyez, il a insisté sur l'adjectif petit, cache beaucoup de grandes choses. Alors, si on commençait déjà par le début, par exemple, de ces procédures de contrôle. Bah écoutez, il faut d'abord savoir que les États africains aujourd'hui ont intérêt à avoir une fiscalité très attrayante qui va leur permettre de voir leur économie être diversifiée et de pouvoir être en mesure d'équilibrer leur solde primaire. Parce que, à défaut d'avoir un solde primaire positif, il faut qu'il soit nul. Et tout ça doit être fait par le biais de l'impôt. Et donc, l'impôt a ceci de particulier dans la plupart des États de l'espace OHADA, d'avoir été confié aux contribuables. C'est-à-dire que nous appliquons tous le système déclaratif de par l'escroissance du système fiscal issu de la colonisation que nous avons hérité. Et nous appliquons donc le principe déclaratif où c'est le contribuable lui-même qui fait ces déclarations, charge à l'administration fiscale de revenir dans le délai du droit de reprise, c'est-à-dire 4 années pour certains pays, 3 années pour d'autres, afin de venir regarder si les déclarations du contribuable étaient des déclarations probantes. C'est là où les difficultés du contribuable commencent. C'est là où ça commence. Parce qu'on vous a laissé le soin de faire ce que vous voulez et on revient dans l'application du principe la confiance n'exclut pas la méfiance. Voilà. Et quand l'administration fiscale revient, eh bien, il faut savoir que vous devez d'abord, premièrement, être courtois. Parce que l'administration fiscale, c'est des hommes comme vous. C'est des gens qui viennent voir en toute bonne foi, en toute honnêteté, ce que vous avez fait. Et donc, vous devez bien les accueillir, montrer que vous êtes prêt à les recevoir, ne pas donner l'impression de fuir. Parce que lorsque vous donnez cette impression, ça va leur permettre d'avoir des indices susceptibles de les amener à avoir des doutes sur votre bonne foi. Mais pourquoi fuir? Pourquoi même très souvent donner cette impression de fuir? Parce que vous savez, les impôts aujourd'hui, dans nos États africains, c'est le plus grand risque de l'entreprise. C'est le risque le plus important de l'entreprise, compte tenu de l'irrespect des procédures de part et d'autre, et compte tenu de l'absence parfois d'un juge conciliateur, parfois d'un médiateur, des médiateurs, parfois des commissions, de l'absence des commissions qui peuvent être capables d'indiquer la bonne solution à l'administration fiscale, sachant que l'administration fiscale a toujours le dernier mot lorsqu'un conflit arrive à naître. De ce point de vue, il faut donner des aptitudes de quelqu'un qui attendait effectivement l'administration fiscale. D'accord. Et parce que l'administration fiscale arrive chez vous avec sur des gros souliers, c'est généralement le cas,
Mais le contribuable doit également se mettre en tête que l'inspecteur des impôts qui arrive n'est pas une foudre de guerre. C'est peut-être quelqu'un qui, sur le plan des connaissances, est obsolète. Vous savez, la fiscalité, c'est chaque année que ça se change au contour des lois de finances. Donc, il y a des inspecteurs des impôts eux-mêmes. Lesquelles lois de finances, quand je parle des quelles lois de finances, c'est pratiquement dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, oui. Par exemple, on a du côté du Niger où la loi de finances est taxée d'anti-social. Voilà. Au Cameroun, ça crée tout le temps lorsqu'on parle de la loi de finances, notamment de celle de 2018. Qui est anti-affaires. Qui est anti-affaires. C'est Voilà. un peu partout en Afrique. Exactement. C'est partout en Afrique que dans le cadre des lois de finances, on change les systèmes fiscaux avec de nouvelles politiques fiscales qui visent un certain nombre d'objectifs. En conséquence, si les inspecteurs des impôts eux-mêmes ne lisent pas leurs propres lois de finances, très souvent, on a remarqué qu'ils arrivent sur le terrain avec des connaissances obsolètes. Donc, le contribuable doit se mettre ça en idée. Et de la même manière que l'inspecteur des impôts se met en idée que le contribuable ne connaît pas cette multiplicité de textes, d'articles, de lois de finances annuelles, et que le contribuable n'est pas très au fait de ces mouvements de l'impôt. Et donc, dans cette lutte de coq, chacun se tient sur ses gardes, et en conséquence, l'homme qui a le plus à perdre, c'est le contribuable. Il doit donc être plus affûté que l'inspecteur des impôts, tout en mettant avec lui le respect des procédures. Grâce aux procédures, il peut s'en sortir. Parce que vous savez... Il peut s'en sortir. C'est pas sûr à tous les coups qu'il va s'en sortir. C'est pas sûr à tous les coups qu'il va s'en sortir, mais en étant bien conseillé, bien assisté par un excellent conseil fiscal, il peut jouer avec les procédures pour faire tomber une vérification entière. Et c'est pour ça que les procédures restent pour nous le cœur même du contrôle fiscal. C'est le cœur du contrôle fiscal. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas le résultat du contrôle qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce que le contrôle s'est déroulé, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que l'administration a respecté les procédures, ses propres procédures, et donc en conséquence, c'est au moment du début de la vérification que tout ça se joue. Il faut s'assurer que l'administration fiscale a indiqué les années soumises au contrôle. Il faut s'assurer que ces années soumises au contrôle n'ont pas fait l'objet de vérification antérieure, ce qui est interdit par la loi. Il faut s'assurer qu'on a précisé la mention selon laquelle le contribuable a la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Par conseil de son choix, dans l'espace CEMAC, il faut entendre un conseil fiscal agréé CEMAC, agréé par le conseil des ministres de la CEMAC. Et dans l'espace UEMOA, il faut comprendre un conseil fiscal qui est reconnu par l'administration fiscale ès-qualité en fonction de ses compétences et de ses états de service. Alors, voilà. Docteur Alaka, et si vous nous expliquez un tout petit peu la procédure de redressement en elle-même, ça donnerait quoi? Alors, la procédure de redressement est un champ dans lequel l'administration fiscale arrive à décrypter les écritures comptables et le sort fiscal de ces écritures comptables et à pouvoir y lire soit une absence de bonne foi dominée par le caractère non probant de ces écritures, et soit alors une mauvaise foi complètement manifeste, et dans l'un ou l'autre cas, le redressement va être soit contradictoire, c'est-à-dire que dans cette procédure de redressement contradictoire, eh bien, le contribuable est présumé être de bonne foi. Et donc, il a eu le temps de discuter par le système des débats oraux et contradictoires tout au long de la procédure de contrôle. Il y a eu des séances de travail et chaque séance de travail a été couronnée par un procès verbal de fin de séance de travail. Et qu'à la fin de la vérification de comptabilité, on a eu un procès verbal de fin de contrôle fiscal. En ce moment, l'administration fiscale rentre chez elle, va envoyer au contribuable une première lettre qui s'appelle la lettre de redressement, la notification de redressement, c'est-à-dire les absences
soit les erreurs de droit, soit les erreurs comptables, soit les abus de droit, soit les actes anormaux de gestion qui ont été constatés au sein de l'entreprise, et bien tout ça, ça va faire l'objet d'un redressement primaire à l'issue duquel on demande aux contribuables dans un délai qui varie selon les États et selon le contrôle envisagé, ça peut être 15 jours, ça peut être 30 jours pour la plupart des États. On demande donc aux contribuables de donner ses observations pour que l'administration puisse établir la certitude de l'imposition, parce que toute imposition doit être certaine dans son principe et son montant. Voilà. C'est la première procédure, elle est dite contradictoire. Et c'est celle-là qui peut vous amener devant le juge en position de force, lorsque vous contestez jusqu'à l'ordre du juge. Maintenant, il y a les autres procédures de redressement d'office, à l'issue desquelles et pour lesquelles, si vous voulez, le contribuable a présenté des aptitudes de mauvaise foi, il n'a pas répondu aux questions de l'administration, il n'a pas donné les documents qui lui ont été demandés, il y a un certain nombre de choses qui font que, à l'issue, l'administration n'a pas les moyens, n'a pas les instruments lui permettant d'arrêter de manière efficiente le montant de l'impôt obéré. De ce point de vue, l'administration fiscale rentrée chez elle, d'abord vous notifiera de l'absence, vous mettra généralement en demeure de lui fournir les documents dont elle a besoin pour arrêter de manière certaine votre imposition. Et lorsqu'elle n'a pas tout ça, eh bien, elle va procéder par des méthodes d'imposition d'office au titre desquelles il y a la taxation d'office, la rectification d'office et l'évaluation d'office. Toutefois, ce sont des procédures exceptionnelles qui obéissent à un encadrement rigoureux, tel que si l'administration fiscale n'a pas respecté cet encadrement rigoureux, il y a de fortes chances que cette taxation d'office elle-même ne puisse pas prospérer. D'accord. Mais j'ai envie de vous poser la question de savoir à qui profite justement la procédure de redressement? Aux contribuables ou au fisc? Les deux. D'abord aux contribuables parce que le redressement met fin au droit de reprise. C'est-à-dire que les années pour lesquelles vous avez subi une vérification de comptabilité, lorsque vous avez reçu la notification de redressement, eh bien, c'est la preuve certaine pour la plupart des États que ces années-là ont déjà été vérifiées. En conséquence, on ne peut plus revenir dessus, sauf si on trouve des informations extra-comptables susceptibles de fraude fiscale pour que le contribuable n'a pas mis dans sa comptabilité et en conséquence, eh bien, on peut revenir dessus. Mais sinon, a priori, le contribuable en tire profit de ce point de vue. Parce que dans le cas de figure généralement, les contribuables ont toujours les mains sur la tête. Chaque fois qu'il faut parler de fisc, on a l'impression que dans toute l'histoire, ils sont les perdants. Ou alors c'est une impression qu'ils veulent faire passer ou qu'ils veulent donner. Ce n'est pas l'impression parce que c'est le deuxième élément, n'est-ce pas, du redressement. Oui. Ça profite à l'administration de manière générale. Oui. Et vous posez la question franchement, vraiment opportunément, parce que l'objectif du contrôle, c'est de reprendre aux contribuables des impôts qui n'avaient pas, selon l'administration fiscale, été payés suite à des erreurs comptables, suite à des abus de droit, suite à des actes anormaux de gestion, etc. Oui. Donc, le contrôle fiscal profite d'abord à l'administration fiscale qui est susceptible d'asphyxier le contribuable financièrement. C'est pour ça que les contribuables se plaignent et ont peur de l'administration fiscale. Mais au fond, il faut aussi noter que l'État a besoin d'argent, c'est normal. Nos États ne vivent pas trop du fruit de leur sol et de leur sous-sol pour des raisons qui sont souvent débattues ici en Afrique média. Les ingérences étrangères. Les ingérences étrangères et bien d'autres raisons, des mauvais contrats, des contrats léonins, ainsi de suite, qui font que le contribuable reste la seule cible, parce que c'est auprès du contribuable qu'on récupère l'impôt. Et l'impôt étant considéré désormais comme le maillon essentiel de la puissance et de l'indépendance des États, parce que quand on récupère l'impôt, ça sera la seule source propre de l'État
pour le financement de son économie. Si on rate l'impôt, alors qu'on a raté les ressources issues des matières premières, issues des richesses du sol et du sous-sol, eh bien cet État-là va être en difficulté. Il y a donc lieu de rechercher auprès du contribuable ce qui va combler ce déficit, qui est un déficit économiquement politique. Voilà. Économiquement politique, si... Voilà. Parce que ça va de pair. Ça va de pair. Voilà, ça va de pair. Parce que de toute façon, les États africains refusent une recette propre, Oui. qui est le fruit de leur sol, le fruit de leur sous-sol, pour des raisons politiques, alors que c'est une donnée, une recette économique qui aurait pu développer le pays et sur le plan politique. Sur le plan politique et social, et l'amener comme un État valable, respectable et respecté dans le concert des nations, auprès des autres États. Parce que lorsque vous arrivez auprès des autres États avec une dette qui traîne derrière vous comme un tas de marmites cassées, eh bien, vous faites du bruit. Aux yeux des autres, vous n'êtes pas un État sérieux. Voilà, vous êtes un État casserole, un État poubelle. Il faut donc sortir de là. Et le seul moyen le plus sûr, c'est de sortir de là par l'impôt. Et c'est pour ça que l'État a un rôle. Et la tête haute. C'est pour ça que l'État, nos États, ont un rôle important de développer nos petites et nos moyennes entreprises pour que nous ne soyons plus les vassaux des grandes entreprises multinationales étrangères qui nous payent l'impôt lorsque justement ils ont envie de nous payer cet impôt. Et pas quand il faut payer. Et pas quand il faut payer, bien entendu. Parce que justement, cette catégorie d'impôts bénéficie et négativement contre l'État, contre nos États, de ce qu'on appelle des transferts illégaux de bénéfices, ou bien de l'érosion de la base imposable. Heureusement, aujourd'hui, avec les instruments multilatéraux, le projet BEPS, par exemple, qui consiste à remettre en cause la base de l'érosion, la base imposable qui est généralement susceptible d'être erronée, et les transferts des bénéfices qui généralement sont des transferts illégaux. Aujourd'hui, les États comprennent que s'ils ne se mettent pas ensemble, ce n'est pas seulement les États africains qui vont subir ça, parce que les multinationales, plus elles mangent, plus elles sont contentes et plus elles ont faim, eh bien, ça va se retourner contre eux-mêmes, les propres États dits développés. On l'a vu en 2008 avec la crise financière. Il a fallu que cette histoire de secrets bancaires et de paradis fiscaux, il a fallu qu'on mette le doigt dessus. C'était la plaie béante. Il a fallu qu'on mette le doigt dessus pour que de toute façon, les États puissent retrouver leurs équilibres financiers. Mais qu'est-ce qui justifie, ou alors qu'est-ce qui explique justement le fait qu'aujourd'hui, ces multinationales implantées, enracinées même en Afrique, parfois refusent ces redressements fiscaux? Parfois, il faut fouetter, comme ce fait un peu le cas du côté de la Guinée équatoriale avec ExxonMobil. C'est le contrôle fiscal, justement, c'est les procédures. Oui. Et ça veut dire que... Elles sont mal faites. Ça veut dire qu'au moment des procédures, c'est la première raison objective. D'accord. Au moment du contrôle fiscal, certaines procédures n'ont pas été respectées. Vous savez, même quand vous avez raison, je parle de l'administration fiscale, même quand vous avez raison, démontrez aux contribuables que vous avez raison. N'exposez pas vos faiblesses, parce que le contribuable va, et surtout le contribuable membre d'un groupe multinational, il va faire tout pour se servir de vos erreurs afin de chercher à annuler les impositions émises qui sont certaines, je répète, dans leurs principes et dans leur montant. D'accord. C'est pour ça que les procédures sont extrêmement importantes. Il faut les respecter. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le fait politique. Nos États montrent une fébrilité face aux multinationales, et à dessein et à raison, parce que c'est les plus grands contributeurs. Plus grands contributeurs parce que nos États ne font rien pour développer les PME, oui, les rendre crédibles, solvables, viables et fiables. C'est notre erreur. D'accord. Alors que si vous avez un tissu économique dominé par les PME et les ME, eh bien,
si les multinationales veulent vous faire du chantage, vous savez qu'avec vos PME, vos ME, vous avez la possibilité de gagner 70% des recettes fiscales, vous êtes tranquille. Vous pouvez durcir et gagner. Mais malheureusement, c'est l'inverse. Vous voyez partout où il y a des politiques de développement, des financements directs étrangers. Mais écoutez, vous ne pouvez pas être un pays normal. Vous avez les métiers de l'agriculture. Vous avez des gens comme au Cameroun aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit qu'il a trouvé, comment ça s'appelle, ce petit avion. Le drone. Un drone. Il sait fabriquer les drones. Mais l'État ou un ensemble d'États doivent se mettre ensemble pour créer une industrie stratégique. Pour la fabrication des drones et peut-être y impliquer davantage la jeunesse africaine. Effectivement. C'est d'abord une résorption du chômage. Parce que ce n'est pas de l'ingéniosité qui manque à l'Afrique de toutes les façons. Et ça fait un contribuable de grande taille qu'on va mettre sur le chantier. Vous avez des femmes sur le plan artisanal qui fabriquent le beurre de cacao, qui font dans le café moulu, et ainsi de suite. Mais créez-en des industries. Des matières premières. Créez des industries pour que ces matières premières soient transformées à grande échelle. Ça deviendra aussi des grandes entreprises, des multinationales, comme celles que nous appelons aujourd'hui de tous nos voeux. Et c'est ça que nous demandons aux dirigeants africains. Il y a des faisceaux d'indices qui montrent que tout ce qui est artisanal, qu'on appelle artisanat en Afrique, et qui n'existe aujourd'hui qu'en Afrique, c'est-à-dire que vous avez des potentialités, et vous dites c'est des artisans. Non, mais c'est des artisans. Nous payons, nous achetons ici, dans nos marchés, des paniers chinois. Mais nous avons des vanniers ici, des gens qui font dans la vannerie. Dans la vannerie. Et qui fabriquent... Même dans le bambou. Mais dans le bambou, c'est des choses, on aurait pu faire ça à grande échelle. Tous ces gens, l'État les prend, les regroupe ensemble, crée des chaînes de production. Et on exporte. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, on va rester avec comme seule source de revenus des États l'impôt. Or, l'impôt a des procédures qui font que on ne paye pas l'impôt, et c'était aussi votre question. Oui. On ne paye pas l'impôt à temps, et on ne paye pas l'impôt à temps. Du moins, ces multinationales, les multinationales implantées en Afrique. Parce que les multinationales jouent avec les procédures, et font traîner dans le dilatoire fiscal le recouvrement de l'impôt. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a un autre constat qui est fait, c'est que juste à côté de ces multinationales, il y a, je peux prononcer entre guillemets, des entreprises africaines ou encore des entreprises locales, mais qui, elles, souffrent justement sous la pression des différents contrôles judiciaires. Et parfois, on exempte un tant soit peu ces multinationales. Bien entendu, parce que les multinationales Est-ce que c'est parce que ce sont les maillons faibles? Les multinationales sont d'ailleurs défiscalisées, vous le savez. Ces gens entrent ici dans nos États avec des dépenses fiscales incroyables dans leur gibecière. On parle déjà des investissements directs étrangers qui font que vous êtes chez vous, vous allez supplier des gens chez eux pour qu'ils viennent investir chez vous. Et pendant ce temps, vous avez une monnaie qui leur permet de transférer librement leurs bénéfices. Ça veut dire qu'au bout du compte, vous ne faites rien du tout. C'est comme zéro dans R. Il n'y a pas de plus, il n'y a peut-être pas de moins. Et puis vous êtes là, vous tournez en rond. Alors que si vous voulez avoir un plus, c'est avec vos PMI. C'est avec une politique de développement attractif pour diversifier les ressources de l'État, qui ne doit pas seulement être des ressources fiscales, parce que c'est le cas de nos États aujourd'hui, car ces ressources fiscales souffrent de procédures qui retardent le recouvrement. Eh bien, il faut aller chercher ailleurs et donc développer d'autres poches de recettes directes qui peuvent être des recettes directes d'une part et des recettes fiscales directes d'autre part. Parce que les recettes fiscales indirectes, pour moi, c'est les recettes des multinationales. Parce que ces gens payent dans nos États ce que nous voulons bien, ce qu'ils veulent bien payer. Et s'ils disent qu'ils ne payent pas ici, ils vont aller payer là-bas. Vous n'avez aucun élément pour les amener à payer ici. Et c'est pour ça aussi que lorsque vous demandez, dans certains pays, comme la Guinée équatoriale, les multinationales ont contesté des redressements fiscaux. C'est justement parce que dans leur politique stratégique,
ces multinationales n'avaient pas prévu payer l'impôt en Guinée équatoriale, avaient transféré les bénéfices ailleurs. Et quand on leur demande de venir repayer, on fait des ajustements qui vont les obliger dans l'application du principe de pleine concurrence, qui est une autre paire de la manche. On les oblige à ramener les bénéfices qui avaient été transférés dans l'état d'accueil, à payer des impôts dessus. Ils payent les impôts deux fois. Là où ces impôts avaient été transférés, et ces impôts qui reviennent d'où ils étaient partis. Le fait d'être imposé deux fois, c'est aussi quelque chose que sur le plan des affaires internationales, c'est quelque chose qu'on évite, la double imposition. Mais lorsqu'une multinationale se met en danger, eh bien, elle assume. Et c'est le cas en Guinée équatoriale. Voilà. D'accord. Alors, pour sortir un tout petit peu de parce que je tiens à le rappeler, cet ouvrage, les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace OHADA, est bien aussi divisé en 5 magnifiques chapitres que vous aurez notamment l'occasion de découvrir si jamais vous rentrez en possession de cet ouvrage. Et donc, en petit C, quand même, on parle de la saisine d'une commission. Ça renvoie à quoi? Absolument. Vous savez, l'impôt est quelque chose de juste. L'impôt doit être juste. Parce que quand l'impôt est juste, ça veut dire que tout le monde contribue en fonction de ses capacités contributives. Si je gagne 1000 francs, souffrez que je paie les impôts à concurrence de 1000 francs. Et si vous gagnez 100 000, il faut que vous souffrez de payer les impôts à concurrence de 100 000. C'est ça l'égalité fiscale, c'est ça l'égalité de tous. Tous les hommes naissent libres, égaux en droit et en devoir, c'est pas moi qui l'ai dit. La loi est égale pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et chacun arrive devant la loi avec ses attributs. En voilà deux que j'ai cités tout à l'heure, la capacité contributive en fonction de 1000 francs ou de 100 000. Maintenant, lorsqu'on regarde au fond, on doit se rendre compte que si les États ont la capacité de recouvrer les impôts auprès de chaque contribuable, il faut bien aussi que ces États-là aient la même capacité de redistribuer l'impôt auprès des mêmes contribuables. Et ça, c'est très, très important. Et autre chose que je voulais ajouter, oui. C'est que je veux bien regarder à quoi renvoyer votre question. On parlait justement de la saisine, Alors, la saisine d'une commission. Très bien, merci. Parce que ça m'était échappé un peu. Oui. Donc, les commissions doivent intervenir pour réguler le juste impôt. Parce que d'un côté, il y a l'administration fiscale, de l'autre, il y a les contribuables. Et les deux, chacun est sourd, aveugle et muet face à sa position. Moi, je vous dis que je ne vous dois pas des impôts. L'autre vous dit, vous me devez des impôts. Moi, je vous dis, j'ai payé normalement mes impôts. L'autre vous dit, je n'ai pas payé normalement mes impôts. Dans ce micmac, les commissions interviennent. Des commissions interviennent donc comme régulateurs, comme médiateurs ou médiatrices, si vous voulez, de sorte que l'avis que la commission va donner et qui, du point de vue de droit, n'engage peut-être pas l'administration, mais du point de vue de l'éthique fiscale, est obligé d'engager l'administration. Parce que très souvent, les avis que la commission donne, le juge les suit toujours. Alors, c'est quoi les commissions? Les commissions, c'est des institutions intermédiaires qui sont créées dans les régions, d'abord dans les départements, dans les régions et au niveau national. C'est ainsi qu'on a des commissions départementales, des impôts, des commissions régionales, des impôts, des commissions centrales des impôts. Ça, c'est la première chose au niveau de l'assiette. Ces commissions donnent des avis. Ça fait partie également des procédures. D'accord. Même si au Cameroun, il y a 3 ans, 4 a annulé certaines commissions. On ne sait pas trop pourquoi. Certainement la crise économique obligeant, il ne fallait pas allonger les procédures de recouvrement. Mais dans les autres pays de la CEMAC, ces commissions continuent à exister.
Et maintenant, ça c'est au niveau de l'assiette. Au niveau maintenant du contentieux, il y a la commission, parce qu'il y a deux types de contentieux. Il y a le contentieux de l'assiette, il y a le contentieux de la répression pénale de la fraude fiscale. Dans l'un ou l'autre cas, surtout dans ce dernier cas, il y a la commission des infractions fiscales qui existe dans tous les États, qui se tient, qui est saisie par le directeur général des impôts, qui peut également être saisi si le contribuable le demande. Et c'est aussi les procédures, nous en parlons dans cet ouvrage, pour que, devant le juge, que cette commission arrive à démontrer que les trois éléments constitutifs de la fraude fiscale ont été remplis. L'élément légal, est-ce que la loi a prévu? L'élément matériel, est-ce qu'il y a des impôts qui ont été obérés, qui ont été fraudés? Et l'élément intentionnel, est-ce que véritablement ce contribuable avait l'intention de ne pas payer ses impôts? La commission des infractions fiscales doit établir ces trois éléments. Et quand la commission réussit à établir ces trois éléments, elle doit se prononcer maintenant au fond de l'affaire, si oui ou non, au regard de la technique fiscale, au regard des procédures, au regard du contentieux lui-même et du contrôle au passage, est-ce que ce contribuable a effectivement fraudé? Voilà le rôle des commissions. Et maintenant, l'avis de la commission engage le juge. L'avis de la commission engage le juge. Et c'est là l'intérêt. À côté des commissions, il y a aussi un organe sui generis qu'on appelle l'expertise fiscale. Oui. On peut avoir affaire à un expert en fiscalité pour donner son avis. L'administration peut désigner son expert, le contribuable peut désigner son expert et le juge peut désigner son expert. Ça, c'est dans l'autre partie du contentieux fiscal, le contentieux de l'assiette. Donc, c'est également des procédures. Donc, cet expert en fiscalité vient donc dire le droit sur trois plans. Attendez, docteur, lequel expert en fiscalité? Celui du contribuable ou les trois en même temps? Le contribuable. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que le contribuable peut désigner le sien, idem pour le juge ou encore pour l'administration. Comme les trois peuvent désigner chacun son expert. Oui. Mais si les trois ont chacun son expert, c'est l'expert du juge qui est le patron, des deux autres. D'accord. Mais le contribuable peut désigner son expert, le juge n'en désigne pas, l'administration n'en désigne pas. On tiendra compte de l'avis de cet expert et pareillement de l'avis de l'expert de l'administration. Si c'est l'administration, face à la robustesse des arguments du contribuable, s'est trouvé en droit ou en difficulté, selon les cas, de désigner un expert qui va plaider sa cause. Voilà. Donc ce sont des organismes de transition, si vous voulez, des organismes qui permettent de régulation, des organismes de compromis, et bien qui permettent à l'impôt de garder son caractère juste. C'est à ça que servent les commissions. C'est à ça que servent les commissions. Peut-être c'est à cela que se référait peut-être Voltaire lorsqu'il disait que les impôts sont nécessaires et que la meilleure façon, justement, la meilleure manière de les lever est celle qui facilite davantage le travail et le commerce. Et donc, exactement. Et Voltaire avait raison. D'ailleurs, quelqu'un d'autre de plus sérieux encore que Voltaire, Adam Smith, avait parlé de la commodité. Les impôts doivent être recouvrés selon le mode le plus commode possible, sans que le contribuable ait à avoir mal et sans que l'État ait à avoir des difficultés pour recouvrer ses impôts. Et les impôts doivent aussi être recouvrés par le mode le plus économique possible. Parce que si vous devez recouvrer 100 000 et vous mettez 200 000 pour recouvrer 100 000 économiquement, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est les préceptes, il y en a comme ça 4, et j'en ai cité 2. D'accord. Et de suite, on va marquer un petit arrêt, un arrêt qui nous conduit tout droit dans certaines maisons d'édition parce que, tout comme l'ouvrage que nous décryptons ensemble ce soir, à savoir bien sûr les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace WADA, il y a d'autres ouvrages sur le plan africain qui ont également vu le jour ou du moins qui bondent nos différentes librairies. C'est tout de suite. Aujourd'hui, nous vous proposons 5 ouvrages. Le premier parle de la crise anglophone au Cameroun. L'auteur, qui est Pouapta Pierre Kamé, nous parle du Cameroun en tant qu'un pays qui a connu 2 héritages différents, issus des administrations françaises et britanniques.
Ce livre aborde le sujet de l'institutionnalisation de ces deux héritages sociopolitiques. Cette problématique institutionnelle est au cœur de la crise politique qui affecte de façon récurrente le Cameroun anglophone depuis des décennies et qui a dégénéré en conflit armé depuis la fin de 2017. Le deuxième ouvrage s'intitule « Entre histoire et mémoire ». En mélangeant l'histoire officielle et l'histoire non officielle, Respiration artificielle de Pigilia, les détectives sauvages et les soldats de Salamine nous poussent à accepter la possibilité d'une troisième vérité. Ramiro Noriga, dans son roman contemporain, met en question les rapports entre le vrai et le faux, entre le réel et le fictionnel, non pas pour les opposer, mais pour dépasser ce débat vers ce qui est à nos yeux le vrai débat. En premier lieu, celui de la relation du lecteur vis-à-vis de l'imaginaire littéraire, et en deuxième lieu, celui du statut de la fiction et son rapport au discours dit du réel, à savoir le discours de l'histoire et de la mémoire. Le troisième ouvrage s'intitule « La pensée politique d'Aimé Césaire ». C'est un ouvrage de Guy-Justin Mouna. On a beaucoup vu en Aimé Césaire un homme de lettres et de dramaturge. Or, sa pensée profonde est avant tout politique. C'est très jeune qu'il a commencé à se poser des questions sur la destinée humaine, le mal radical ou la souffrance sociale injuste. Toute sa vie, il a cherché à œuvrer pour le respect de la dignité humaine, l'autonomie du sujet et la fraternité entre les peuples. Cela peut faire de lui une autorité morale, car il fut l'homme de l'unité, de l'universalité et de la dignité des identités singulières. Le quatrième ouvrage porte le nom « Pour une révolution militaro-sociopolitique dans le bassin du Congo ». Louis-Roger Bikuta brise les tabous d'une Afrique centrale pauvre de l'opulence des riches et coincée entre les vertus de la démocratie et les démons de la dictature, des obstacles à une alternance politique stable et à un développement durable. Ce discours musclé plonge le lecteur dans une quête vertigineuse d'humanisme politique. Le cinquième et dernier ouvrage s'intitule « Religion et violence ». C'est un regard croisé sur une dualité problématique sous la direction de Daniel Fiavre. Le retour du religieux dans les affaires des États est marqué par une brutalité. La violence retrouve une coloration religieuse, surtout en pensant à l'islam radical, aux juifs ultra-orthodoxes en Israël, aux évangélistes aux États-Unis, aux catholiques traditionnalistes et au bouddhisme en Birmanie. Cet ouvrage recueille les réflexions d'universitaires spécialisés dans des disciplines différentes comme l'histoire, la littérature, la philosophie, le droit à l'anthropologie. Voilà qui met un thème à cet agenda aujourd'hui. Retrouvons-nous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle édition. Merci à vous, Marthe Estelle Oum, pour ces ouvrages parus donc dans nos librairies ou encore dans des éditions, notamment l'édition L'Harmattan. Nous poursuivons donc ce décryptage littérature avec bien sûr les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace OHADA. Et donc, si vous nous rejoignez tout simplement à l'instant, sachez que nous en parlons depuis le début de cette édition avec bien sûr le docteur Pierre Alaka, aujourd'hui qui arbore sa casquette de fiscaliste écrivain. On ne parle pas du sportif. Alors, pour revenir justement à notre sujet, tout à l'heure, nous parlions justement de la saisine de commission. Et là, c'était dans le cadre, bien sûr, de la procédure de redressement. Sauf que là, il y a une autre procédure que vous évoquez dans cet ouvrage, qui est bien sûr, du moins, ce sont les procédures d'office. Oui, les procédures d'office, on les a imitées tout à l'heure. C'est des procédures qui sont propres aux contribuables délinquants. Et il n'y a aucun intérêt à être un contribuable délinquant, quel que soit le pays. Mais un constat fait état de ce que pratiquement tous les contribuables sont devenus délinquants. Parce qu'ils sont toujours en train de contester, toujours en train de mener un peu la vie dure à l'administration. Bien sûr, vous savez, moi, dans un autre ouvrage, j'ai fait la classification des contribuables africains, où j'ai estimé qu'il n'y avait plus de contribuables de bonne foi, ni de contribuables de mauvaise foi, mais tous les contribuables étaient délinquants. Et je les ai classifiés en deux parties, les contribuables félins
et les contribuables mollusques. Donc les félins, dans cette catégorie, il y a la catégorie des contribuables lions, c'est-à-dire ces carnassiers féroces, membres des groupes multinationaux, Oui. et des contribuables panthères qui sont encore plus féroces, parce que le lion, parfois, dans sa dignité, peut laisser passer sa proie. Ouais. Et de l'autre côté, dans la catégorie des contribuables mollusques, il y a le contribuable ver de terre. Vous savez, chez nous, le ver de terre a la particularité, quand il pleut, il sort de son nid et il s'étire. Oui. Voilà, et c'est là où on le ramasse. Or, alors qu'il croyait se cacher. Donc pour lui, il suffit de verser de l'eau sur sa petite maison en terre tout autour là, et il va sortir. C'est justement cette catégorie de contribuables qui croient non. Et enfin, il y a le contribuable escargot. Oui. Quand il entend l'office qui rentre dans sa coquille, il croit qu'il s'est caché, alors qu'on peut simplement le ramasser, et lui et sa coquille. Donc, en tout état de cause, il n'est pas bon d'être un contribuable délinquant. Oui. Parce que les États ont besoin d'avoir dans leur superficie des contribuables qui payent des impôts. Mais bon, quand on se trouve dans cette situation, eh bien, parce que vous n'avez pas tenu de comptabilité, vous n'avez pas donné les documents dont on a besoin, vous n'avez pas payé vos impôts parce que vous croyez vous cacher dans l'un ou l'autre cas, eh bien, on va utiliser contre vous des procédures draconiennes qui sont des procédures d'office. Et on va vous demander de payer un impôt que vous n'auriez pas dû payer si vous aviez été un contribuable normal. Voilà. Mais j'ai quand même indiqué tout à l'heure que dans ces procédures-là, ces procédures d'office sont également encadrées par des procédures, parce que c'est des procédures exceptionnelles qui interviennent d'abord dans le but de sanctionner le contribuable, mais aussi dans le but de l'éduquer. Donc c'est chaque pays qui choisit soit la sanction, soit l'éducation. Mais ce que nous conseillons dans cet ouvrage, de procédure, c'est qu'il faudrait qu'au niveau des procédures d'office, que ce soit plutôt une éducation que d'être une sanction. Vous savez, quand un enfant a volé, Oui. vous lui reprenez ce qu'il a volé. Et vous lui dites, la prochaine fois, il faut demander, il ne faut pas voler. Parce que demander, ça signifie en fiscalité choisir un régime fiscal dans lequel vous aurez des régimes de faveur, où vous allez bénéficier des remboursements d'impôts, vous allez bénéficier des remises d'impôts, des remboursements de crédit. C'est un choix. Mais lorsque vous ne l'avez pas choisi, eh bien, vous vous comportez comme quelqu'un qui a volé quelque chose. Et quand on reprend cette chose, celui qui reprend cette chose, à qui cette chose appartenait, doit vous dire la prochaine fois ne refaites plus. J'aurais dû prendre tout, mais voilà une moitié que je vous remets, mais ne recommencez plus. La prochaine fois que vous avez faim, demandez et je vous donnerai ce dont vous avez besoin, si tel est que la loi l'a indiqué, parce que nous parlons des procédures en matière fiscale. Alors, c'est vrai que là, vous m'avez carrément emboîté le pas lorsque vous prenez l'exemple justement d'un enfant qui a volé. Et je voulais justement vous poser la question de savoir, est-ce que c'est véritablement le cas assimilé là entre le contribuable et l'administration? Est-ce qu'il est possible qu'un contribuable puisse aller au niveau de l'administration fiscale et dire, voilà, j'ai besoin de tant ici, mais je ne peux justement m'en procurer parce que j'ai une différence à tel niveau, et que l'administration de son côté puisse être tout simplement, comment je vais dire, indulgente? C'est possible? C'est possible. Il y a des administrations fiscales en Afrique. Je peux citer l'administration fiscale ivoirienne, Oui. ghanéenne, même centrafricaine, même tchadienne, beaucoup plus. Tchadienne, où le contribuable peut valablement aller devant l'administration fiscale et dire, voilà, je dois vous payer 5 millions d'impôts ce mois, mais je ne les ai pas, je les ai dépensés. Est-ce que vous pouvez m'accorder un moratoire? Je vous paye ça en 2 mois. En 2 mois, avec les impôts des mois en cours, des mois concernés. C'est autorisé par la pratique. Et ça se passe tout le temps. Et exactement, ce contribuable s'est comporté comme un enfant qui, au lieu de voler, demande qu'on lui reconnaisse
qu'on lui reconnaisse comme le propriétaire de la chose qu'il devait voler et qui ne lui appartient pas, Oui. pour un temps. Et là, ce contribuable-là, vous n'en faites plus un ennemi, mais vous en faites un client. Vous en faites un partenaire. Il va savoir que de temps en temps, quand je suis en difficulté, l'administration fiscale m'aide à trouver mes marques, à retrouver ma solvabilité, ma viabilité et ma crédibilité. Cette administration fiscale, je dois toujours lui être redevable. C'est tout. Donc, ça s'appelle la psychologie de l'impôt. Vous savez, en matière fiscale, il y a 70% de psychologie et 30% de technique. Regardez le consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, c'est une notion sociologique. Elle est psychosociologique par essence. C'est-à-dire que, alors que le consentement de l'impôt a mis en place le dispositif fiscal, le dispositif juridique en matière fiscale, on dit vous devez payer vos impôts. Si vous ne payez pas, voilà ce qui vous attend. Le consentement à l'impôt, lui, il dit attention, ce que vous avez mis en place là, si le contribuable refuse de payer, vous ne l'aurez pas. Donc, c'est une acceptation individuelle du contribuable au moment où il paye l'impôt. Il peut donc arriver que, dans le respect du consentement à l'impôt, le contribuable se trouve en difficulté. Il revient à l'administration fiscale qui bénéficie du consentement de l'impôt de faire comprendre à celui-là que vous avez parfaitement raison. J'ai également le devoir de vous amener à payer vos impôts sans tuer la poule aux œufs d'or. Voilà ce que nous devons cultiver aujourd'hui en Afrique pour faire de nos contribuables des contribuables citoyens, des contribuables désarmés. Un contribuable est désarmé lorsqu'il n'a la loi que pour lui et le reste, il n'y fait pas cas. Pas du tout. D'accord. Alors, docteur Alaka, en chapitre 4, vous parlez de la fin des vérifications. Alors, la fin des vérifications, c'est l'étape ultime qui permet à la fois aux contribuables à l'administration fiscale de savoir que cette affaire est terminée. Donc, ça se matérialise par un certain nombre d'éléments. D'abord, le procès verbal de fin de vérification de comptabilité qui doit être signé par les parties prenantes. L'administration fiscale ne peut pas quitter, ne doit pas quitter les locaux de l'entreprise sans avoir signé le procès verbal de fin de vérification. Le contribuable ne doit jamais accepter que l'administration fiscale parte sans signer ce document. C'est ce document qui vous protège. C'est la première chose. C'est pour ça que des législations comme la législation camerounaise a dit désormais, la vérification prend fin grâce, est constatée comme une entreprise vérifiée, celle qui apporte la preuve d'avoir reçu l'avis de vérification. Simplement parce qu'il y avait des abus. Des vérificateurs partaient sans signer le procès verbal de fin de vérification, ne notifiaient pas les redressements et revenaient plus tard pour recommencer ça 2 fois. Donc l'administration fiscale camerounaise, pour parler d'elle, a réglé ce problème de cette façon. Mais pour répondre à votre question, c'est le procès verbal de fin de vérification. C'est le premier élément. C'est la notification de redressement ou l'absence de notification de redressement, parce que ce n'est pas toujours dit qu'un contrôle fiscal se solde par des droits en plus qui vont être repris auprès du contribuable. Non, il peut aussi arriver que le contribuable n'ait été ni félin ni mollusque, mais qu'il a été un contribuable de la troisième génération. Escargot. Voilà. Voilà. Contribuable escargot. Et qui a accepté de payer. Et on ne trouve rien. Il doit recevoir une notification d'absence de redressement. C'est un élément qui montre que la vérification est terminée. Et en fin de compte, elle est également considérée comme ayant été terminée lorsque le contribuable a donné son accord, a payé les impôts pour lesquels il a été notifié et les impôts qui ont fait l'objet des notifications de la part de l'administration fiscale. Et en ce moment, on peut dire qu'on a tourné la page.
Mais il faut toujours veiller à ce que ces éléments arrivent à leur terme. Sinon, l'autre élément aussi, c'est lorsqu'on va au contentieux. D'accord. Lorsqu'on va au contentieux, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec les redressements de De l'administration l'administration. fiscale. Et c'est ce qui arrive très souvent avec les contribuables C'est ce africains. qui arrive très souvent à aller au contentieux. Lorsqu'on va au contentieux, la vérification est terminée, on passe à une autre étape, l'étape conflictuelle et réelle qui consiste à voir le contribuable demander l'avis du juge sur ce contrôle dont le contribuable estime qu'il a été exagéré tout au moins au niveau de son rendement. En ce moment-là, la vérification de comptabilité est terminée et la présence du juge pour régler l'acceptation du contribuable devient un élément de constatation de la fin du contrôle. D'accord. Alors, ce qui m'amène à vous poser une autre question. Combien de temps, c'est quoi le temps normal pour les procédures justement en termes de contrôle en matière fiscale? Alors là, ça varie selon les pays. Là, nous avons travaillé sur une dizaine d'États, une dizaine de pays. Ça varie selon les pays. Mais approximativement, ça peut prendre combien de temps? Alors, approximativement, allons par étapes. D'accord. Le début de la vérification, les délais, c'est 5 jours, 8 jours, 15 jours selon les pays. D'accord. Selon les États. De 5 à 15 jours. De 5 à 15 jours, selon les États. Pour le début de la vérification. C'est-à-dire entre le moment où vous recevez l'avis de vérification et le moment où la vérification commence, il doit s'écouler entre 5 et 15 jours. Voilà. Et maintenant, au niveau de la durée de la vérification elle-même, c'est selon les pays et selon les vérifications. De manière générale, des pays comme la Côte d'Ivoire, parfois c'est 1 an. Bon, pour des pays comme le Cameroun, les vérifications générales de comptabilité, le maximum c'est 3 mois, comme la plupart des États. Maintenant, les vérifications de la situation fiscale d'ensemble, lorsqu'on contrôle le chef d'entreprise intuitif personné, ou bien vous, en tant que personne physique, on vous met en contrôle fiscal, eh bien, ça dure 1 an. Là, ça dure 1 an parce que quand même, c'est votre situation patrimoniale qu'on examine, vos comptes à banque, votre train de vie, ça prend du temps. D'accord. Voilà, ça c'est au niveau de la durée de la vérification. Maintenant, au niveau de l'échange des correspondances après la notification du redressement, et entre la fin de la vérification et la notification du redressement, dans certains pays, c'est 30 jours au moins, et ça va jusqu'à 90 jours pour certains pays. Voilà, c'est ça. Donc, quand on a reçu la notification de redressement, le contribuable, lui, il a 30 jours pour répondre. Lorsqu'il a répondu à l'administration fiscale, celle-là également a entre 30 jours et 2 mois pour répondre, selon les législations. Et maintenant, lorsque tout ça est clos, eh bien, on arrive au délai en matière contentieuse. Là, c'est encore une autre paire de la manche. Ça varie selon les pays, mais généralement, c'est toujours entre 30 et 60 jours. Généralement, ça se situe là selon les États. Voilà. Ça se situe selon les États à découvrir, donc, dans cet ouvrage que le docteur Pierre Alakalaka a mis tout simplement à votre disposition, à notre disposition, je le disais à l'entame de cette édition, un ouvrage compartimenté donc en 6 chapitres au lieu de 5, comme je l'ai dit au tout début. Il s'agit bien sûr de 6 chapitres bien détaillés qui sera donc à votre portée. Si jamais vous l'achetez en ligne, c'est bien cela, oui, docteur? on peut l'acheter en ligne. Il suffit de cliquer mon nom en ligne et de mettre édition universitaire européenne. Oui. Vous allez trouver l'ouvrage. Ou de mettre le titre de l'ouvrage. Le titre de l'ouvrage. Vous allez trouver mon nom, vous allez trouver ça en ligne. D'accord. Et pour ceux qui sont aux environs, ils peuvent l'obtenir avec grâce au numéro de téléphone qui s'affiche actuellement. Qui s'affiche actuellement, voilà. D'accord. Alors, docteur, on va se séparer. Merci. Alors, toute l'équipe de littérature africaine vous dit merci. C'est moi qui vous dis merci. Ainsi que toute la grande équipe d'Afrique Média. Et bien entendu, je compte beaucoup d'amis. Merci beaucoup. Alors, quant à nous, fidèles téléspectateurs de littérature africaine, nous prenons tout simplement le prochain rendez-vous pour la semaine prochaine, une fois qu'il sera bien évidemment 21h.